Valérie Dardinier, responsable innovation pédagogique et responsable activité apprentissage au CNAM, et Benoît Mariage, et je vais rajouter pour Benoît Mariage un siège parce qu'on va être un peu court. Benoît Mariage, donc directeur de l'Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil. Je veux parler de l'IPTIC. Alors, je peux faire rouler celui-là si vous voulez. Non, c'est bon. Alors, je vous propose d'abord d'aborder ensemble la question de l'exploitation-maintenance. Il semble que ce soit un petit peu quand même le talon d'Achille de la promesse du BIM. Je m'explique. Quand on parle du BIM, tout le monde ne manque pas de souligner le potentiel extraordinaire que ça peut avoir en exploitation-maintenance des bâtiments, notamment parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un fossé entre le monde de la construction et le monde de l'exploitation-maintenance. Fossé qui semble difficile à combler, mais que le BIM, avec cette continuité numérique dont on a parlé tout à l'heure, est capable visiblement de changer. Alors, je me tourne vers Benjamin Lépineux. Vous êtes chef de projet innovation chez Engie Cofeli. Cofeli intervient pour maintenir un certain nombre de bâtiments en service une fois la livraison terminée. Et vous avez déjà quelques opérations avec un petit retour d'expérience, vous m'avez dit 18 mois, sur Exactement. certaines opérations maximum que vous traitez en BIM, exploitation-maintenance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, exactement. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs sites qui sont exploités en BIM, on va dire. Donc, le BIM en exploitation, c'est pas seulement la maquette numérique. Ça va être la grande différence avec la partie construction où ça tourne vraiment autour de la maquette numérique et des échanges de fichiers qui vont avoir lieu. Le BIM exploitation, c'est aussi gérer tout ce qui est données, on va dire, dynamique du bâtiment. Donc, tout ce qui vient d'outils de GMAO, par exemple, qui servent à ordonnancer un peu les tâches du technicien. Tout ce qui est outil de GTB, qui est en gros l'outil de pilotage du bâtiment. On a déjà en fait plein d'outils métiers en tant qu'exploitant sur le bâtiment, et l'objectif du BIM exploitation, c'est de rassembler un peu toutes ces données-là, celles qui viennent de la maquette, de la GMAO, de la GTB, tout ce qui est également objet connecté. Donc ça va un peu plus loin encore, on va dire, que la maquette numérique. Alors, effectivement, on a plusieurs sites aujourd'hui qui sont exploités en BIM, notamment 2 qui sont un peu, on va dire, les sites phares et qui ont 2 objectifs différents. Le premier, c'est le bâtiment de l'Arena Nice, donc un complexe sportif, patinoire olympique, qui est à Cergy-Pontoise, et qui va être orienté vraiment BIM exploitation, mais très orienté maintenance, très technique, pour vraiment aider le technicien dans sa tâche au quotidien. Et l'autre site, on va dire phare, qui est la Tour In-City à Lyon, qui a un gratte-ciel. Je crois que c'est le 3e plus haut bâtiment de France. Et là, le BIM exploitation est beaucoup plus serviciel, tourné à destination du propriétaire, qui est la caisse d'épargne. Donc comment, par exemple, mieux gérer son occupation, le taux d'occupation, les prestations de ménage, etc. Vraiment 2 objectifs différents. En termes de retour, enfin des idées de gains qu'on peut déjà avoir. On le voit beaucoup plus d'ailleurs sur l'Arena Nice que sur la Tour In-City. Après, en termes de chiffres purs et durs, aujourd'hui, franchement, on n'a pas vraiment de chiffres à donner en termes de gains. Enfin, ce n'est pas forcément des gains financiers. Par contre, ça va être des gains en termes d'efficacité et en termes de qualité de maintenance. Typiquement, avec la maquette numérique de l'Arena Nice, qu'on a par ailleurs intégrée sur la GTC, donc qui sert à superviser et à piloter le bâtiment, le technicien, au jour le jour, en gros, il va voir une alerte qui vient de sa supervision qui lui dit tel équipement est défectueux. Il va le voir directement sur la maquette numérique, donc ça va être géolocalisé. Il va savoir en gros quel équipement est concerné et où est cet équipement-là. Et il aura en même temps accès à l'information technique de l'équipement, à la doc technique, donc tout ce qui va être fiche de montage, fiche technique, fiche de maintenance, etc. Il aura tout ça sur une seule interface. Alors qu'auparavant, c'était vidéo et papier, qu'il fallait aller chercher dans différents compartiments, différents tiroirs. C'était pas à jour, on savait pas si on les avait, enfin, c'était une vraie galère. Aujourd'hui, en gros, en 10 minutes, il a accès à toute l'information. Donc c'est vraiment un gain, on va dire, en préparation de l'intervention et en efficacité. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va pouvoir dire on va gagner 10% en termes financiers sur ce bâtiment. Le technicien, s'il gagne en gros un quart d'heure sur l'intervention, on pourra tout de même pas enlever un ETP sur un bâtiment. Donc on ne pourra pas non plus réduire drastiquement le coût du contrat de maintenance. Par contre, ce que nous, on va gagner, c'est de l'efficacité, c'est mieux gérer la donnée et mieux gérer l'intervention, c'est de la qualité et de la satisfaction client, on va dire. Et ce que va gagner le client, le propriétaire du bâtiment, ça va être des équipements qui sont mieux maintenus, qui sont plus souvent à disposition, moins cassés, on va dire,
et donc par exemple pour la patinoire, une qualité de glace qui va être excellente, parce que les groupes froids ne tomberont pas en panne par exemple. Donc c'est vraiment des gains, on va dire, qualitatifs et non pas financiers qu'on peut voir aujourd'hui. Donc vous ne confirmez pas le 20% d'économie sur le coût global d'une opération? Non seulement je ne le confirme pas, qui est repris en boucle. Ouais, non, mais après je sais pas, enfin je connais pas très bien les travaux, donc je sais pas financièrement ce qu'on peut gagner en travaux, mais en tout cas c'est pas l'exploitation qui va faire qu'on va gagner 20% sur le coût global d'un bâtiment. En plus c'est des chiffres qui ont été annoncés il y a maintenant, je crois que c'est 5 ou 6 ans, ça vient à la base du Royaume-Uni il me semble, il n'y avait aucun recul sur les opérations de maintenance à l'époque, donc c'est des chiffres qui ont été annoncés comme ça, on va dire, qui ont été estimés largement. Mais effectivement, non, je ne pense pas qu'on gagnera 20% aujourd'hui en tout cas. Julien Mercier, vous qui êtes donc assistant maître d'ouvrage BIM, quel poids représente la question de l'exploitation maintenance dans votre propos quand vous expliquez à un maître d'ouvrage qu'il a tout intérêt à suivre un processus BIM pour qu'en phase d'exploitation maintenance, il puisse réaliser des gains, malgré tout, une optimisation de son exploitation maintenance? Est-ce que c'est un argument qui pèse ou pas? Aujourd'hui, déjà, nous, on n'est pas là quand on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, là pour vendre du BIM. On est là pour l'accompagner dans sa réflexion. Je vais juste faire un petit détour par rapport à votre question, parce qu'il y a un point qui n'a pas été abordé, et je viens juste de me rendre compte, en fait, mais qui est assez important. Est-ce que ça marche, là? Oui, il faut simplement que vous colliez le micro au menton. Quand je fais des concerts, c'est différent. Non, simplement, effectivement, on parle beaucoup tout de suite de projets neufs et d'exploitation maintenance dans le cadre de projets neufs. Et il ne faut pas oublier quand même, et là c'est ma casquette d'AMO qui parle, c'est qu'en fait, globalement, les maîtres d'ouvrage, ils ont un parc immobilier existant, qui représente en gros 95% de leur patrimoine. Et la vraie question déjà se pose, c'est que autant on est capable assez facilement, ça a déjà été dit multiples fois, de gérer une maquette numérique en phase d'exploitation-maintenance à partir d'un projet qui a été réalisé en neuf, puisqu'on maîtrise toute la donnée. Bon, après, il y a des préalables, la charte BIM, on a parlé de pas mal de choses. Par contre, la vraie difficulté, c'est, moi, maître d'ouvrage, je prends le cas d'un bailleur social ou quelqu'un qui a un hôpital, une extension d'hôpital, on travaille notamment avec l'aéroport de Mulhouse. On les accompagne sur le sujet. L'aéroport de Mulhouse, tout de suite, c'est un patrimoine qui fait plus de 100 000 m², et ils ont des extensions, sauf qu'ils disent l'extension sera la gérer en processus BIM, mais quid des 100 000 m² qui sont autour? J'en fais quoi concrètement? Et ça, c'est un vrai sujet. Et alors, la réponse, il y a des réponses techniques à tout ça. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut accepter aussi, à un moment donné, que on va dire que l'usage du BIM et la valeur ajoutée qu'on peut en tirer va être considérablement amoindri sur un bâtiment existant. Je prends cet exemple tout bête, c'est la salle où on est. Autant sur un bâtiment neuf, je suis capable de déterminer quelle est la marque du carrelage qui est sous mes pieds, la marque du lino, machin et compagnie. Autant sur un projet neuf, si tout de suite je vous dis quelle est la marque de ce carrelage, ses caractéristiques techniques, les dalles de faux plafond, etc., à moins d'avoir des DOE qui ont été à jour, etc., ce que je n'ai jamais vu jusqu'à présent, ou aller dans des archives avec une lampe frontale, globalement, on va rester sur de l'approximation. Le carrelage, il est blanc, les dalles sont blanches, c'est des 600-600, etc. Donc ça, c'est juste un point sur lequel je voulais insister, parce que, en fait, quand on parle de continuum de données, il y a aussi l'homogénéité en fait, de l'information par rapport à son parc matrimonial, et ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Parce que derrière, en fait, en termes d'outils et de modélisation, là, on accompagne la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs, sur ce sujet-là, sur les lycées. La question, c'est de se dire, si je lance une maquette et une numérisation de mon parc, quel type d'information je peux légitimement demander et à un coût raisonnable? C'est-à-dire que c'est de se dire, ça, je ne l'aurais pas, tant pis, parce que si je devais faire des sondages, casser des murs pour savoir quelle est la nature des matériaux, je ne peux pas me le permettre. Donc j'accepte de réduire le niveau d'information. Par ailleurs, sur le neuf, effectivement, on va pouvoir effectivement être beaucoup plus exigeant. Après, bon, c'était juste un aparté sur l'existant, parce que c'est quelque chose dont on a peu parlé, mais c'est assez important à mes yeux. Après, vous parliez du continuum de la donnée. Tout à l'heure, il n'est pas si évident que ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'idéal, il faudrait que depuis la programmation jusqu'à l'exploitation-maintenance, la donnée soit enrichie et valorisée, qu'elle soit graphique ou non graphique, et atterrir dans les mains du maître d'ouvrage et exploitable en l'état. Et ce n'est pas si simple que ça, puisque malheureusement, et un peu la réunion qu'on a fait tout ce soir le montre un peu, c'est qu'on est assez siloté, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on va retrouver un architecte, un bureau d'études, des bureaux d'études, une entreprise de travaux, voire plusieurs, etc. Et je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion beaucoup plus globale sur les projets, et peut-être même réfléchir la façon dont on peut aborder les projets, parce que le fait de passer une maquette de l'un à l'autre, suivant l'avancement du projet, etc., ça réduit considérablement, entre guillemets, la puissance du BIM,
puisqu'en fait, on est toujours un peu en saccadé, etc. Et juste pour conclure, ça a déjà été dit, mais je vais juste le rappeler rapidement, effectivement, ce qui est très important dans le continuum de la donnée, c'est que la donnée ne doit pas être poussée vers le maître d'ouvrage, c'est le maître d'ouvrage qui doit la tirer vers lui. Simplement, c'est à lui de définir quels sont ses besoins, quelles sont les informations dont il a besoin en termes de performance. Est-ce qu'il a besoin sur un luminaire, par exemple, est-ce qu'il a besoin de la couleur, la marque, etc. La structuration de la donnée, comment en interne, ça a été évoqué, il doit s'organiser, etc. Donc il y a une vraie réflexion en amont à se poser, parce que sinon il va subir la donnée et en gros pas en faire grand-chose. Il doit plutôt avoir une vraie réflexion et de se dire qu'est-ce que j'attends du BIM, quels sont mes atouts. Aujourd'hui, vous disiez quelle est la valeur ajoutée, les coûts. Honnêtement, je rejoins M. Lépineux, on n'a pas de chiffres malheureusement, et c'est un peu le problème. Je dirais, si on était capable de dire si vous faites du BIM, vous gagnez tant, je pense qu'aujourd'hui, les gens signeraient tout de suite. Aujourd'hui, tout le monde est un peu en disant, oui, en gros, ce qu'on sait vendre à peu près, c'est qu'effectivement, on évite les ressaisies. C'est-à-dire que globalement, on évite toutes les ressaisies dans les outils, etc. Et donc, on devrait avoir un transfert de données directement dans les outils si c'est bien structuré. Mais aujourd'hui, effectivement, le quantifier en termes d'exploitation-maintenance, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres très, très précis sur le sujet. Quand on a préparé ensemble, vous m'avez dit une maquette numérique version DOE, c'est trop lourd pour un exploitant, mainteneur, pour le manipuler, pour faire une maintenance efficace, il est obligé de quasiment se faire sa maquette à lui. Oui, alors je ne voulais pas trop en parler, je ne veux pas monopoliser le truc, mais pour faire court, on a été lauréat sur un appel à projet très intéressant qui s'appelait le BIM-GEM, c'est le BTNB qui l'avait lancé, donc on a eu la chance d'expérimenter justement ce sujet-là, et on s'est aperçu, l'expérimentation était simple, on prenait des DOE, on montait la maquette, et on essayait de la faire communiquer avec les outils existants. Donc c'était le système ICOS, c'est IBM qui fait ça. On s'est aperçu qu'en fait, c'était pas du tout adapté. La structure. Un exemple tout bête. Le maître d'ouvrage, il me disait, en gros, il faut que vous dessiniez toutes les prises de courant dans chaque pièce. C'était pour un bailleur social. Vous dessinez toutes les prises de courant avec la marque, le type, machin, basique. Et comme ça, je saurais effectivement dans mon inventaire si ça marche bien. Je dis, mais vous vous rendez compte, il y a un architecte qui a évoqué le poids des maquettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dessiner une prise, c'est des kilo-octets, voire des mégas qui s'intègrent. Je dis, mais concrètement, c'est quoi dont vous avez besoin? C'est l'emplacement des prises de courant ou c'est le nombre de prises qui vous intéresse? Ah ben moi, si je sais qu'il y a 6 prises dans la pièce, ça me suffit. Après qu'elles soient passées là ou là, je m'en fous dans mon exploitation. Ben, je dis, ce qui ne serait pas plus judicieux de rattacher l'information nombre de prises à l'espace pièce plutôt que de les dessiner une à une. Sauf que cette logique-là, c'est une logique exploitation-maintenance. C'est pas une logique DOE, parce que le DOE, c'est en fait le document final tel que construit, qui a servi à l'exécution en quelque sorte. Et à l'exé, le compagnon qui va poser la prise, lui, il a besoin de savoir où elle est concrètement. Vous voyez? Donc c'est là où j'explique effectivement que pour moi, la maquette GEM, elle doit avoir aussi un niveau de détail aussi, là je parlais de data, mais beaucoup plus faible. Un radiateur, là on voit un radiateur en fonte avec les lamelles, etc. Est-ce que ça a un intérêt pour l'exploitation maintenance? Non, on dit souvent, est-ce que si on vous fait un cube, ça ne vous suffit pas? Souvent, les gens disent « Ah bah oui, si j'ai un cube, moi, ça me suffit. Ce qui m'intéresse, c'est la donnée. » Ça peut être évoqué, mais aujourd'hui, le BIM, depuis quelques années qu'on en fait, on s'aperçoit que globalement, la géométrie, au début, c'était le côté Hollywood formidable. Putain, on se balade dedans, c'est fantastique. Mais ça coûte très cher, c'est très lourd, etc. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la donnée juste. Et nous, on insiste beaucoup. Si vous n'avez pas beaucoup de données, c'est pas grave, mais au moins, il faut qu'elle soit juste. La donnée juste, c'est primordial. Parce qu'en fait, si vous vous baladez et vous échangez des données qui sont fautes, et on a un autre client qui s'appelle RTE, typiquement, ils ont eu un cas où ils avaient une base de données et ils avaient tellement de doutes sur la base de données que chaque fois, ils se déplaçaient sur site de faire 2 heures de bagnole pour vérifier que la marque du machin, c'était le bon. Et en fait, ils nous disaient, on n'a plus confiance. Donc, une fois de plus, il vaut mieux avoir une donnée juste, ça veut dire la mettre à jour aussi régulièrement, ça c'est encore un autre sujet, et être certain que quand j'ouvre ma maquette ou mon outil, j'ai une bonne donnée, juste, transférable, etc. C'est le minimum, mais c'est déjà pas si simple que ça. Philippe Jacquelin, vous êtes également assistant maître d'ouvrage donc BIM, et votre expérience, elle concerne davantage les collectivités locales en matière d'exploitation de maintenance. Est-ce que vous pouvez nous dire la spécificité du conseil que vous leur faites à ces collectivités locales? Alors effectivement, on accompagne des collectivités locales, mais également des bailleurs sociaux. Mais pour revenir un petit peu aux collectivités locales, par exemple, on a accompagné la ville de Bischheim, qui est une ville de 18 000 habitants, qui est située au nord de Strasbourg.
et qui donc avaient une problématique de gestion patrimoniale, puisqu'ils n'avaient aucun outil déjà à leur disposition, une forte méconnaissance de leur patrimoine. Alors on parle là d'un petit patrimoine, on n'est pas au niveau des bailleurs sociaux. Le patrimoine de la ville de Bischheim fait à peu près 35 000 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit. Par contre, c'est un patrimoine qui est très hétérogène, quoi. On va trouver une salle de sport, on va trouver une école, un presbytère, bâtiment de police municipal. Donc c'est vraiment un patrimoine très hétérogène. Et la problématique de la ville de Bischheim, c'était de mieux connaître son patrimoine. Donc nous, on les a accompagnés pour définir la bonne stratégie à mettre en œuvre. Et ça part peut-être du BIM, mais ça peut aussi... parce qu'on parle de l'existant aujourd'hui, parce que la ville de Bischheim fait très peu de projets en neuf. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quid des bâtiments existants? Comment on crée la data? Comment on crée la donnée? Et à partir de quoi? Donc la définition, c'était de savoir comment est-ce qu'on numérise ce patrimoine en 2D, en 3D, en maquette numérique, mais en plan 2D, ça peut suffire aussi. Et comment on crée la donnée? Et comment on crée la donnée? Il faut d'abord interroger le service exploitation maintenance et demander, mais de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous gérez? Par exemple, si on prend une fenêtre, on va prendre un cas très simple, on a besoin de connaître les fenêtres, mais les fenêtres, vous avez besoin de savoir quoi? Le fabricant, la taille, le matériau, la performance. Et c'est tout un travail qu'on a mené auprès du service exploitation maintenance de Bischheim, qui est tout petit, c'est 3 personnes, grosso modo, pour justement définir les données qui lui sont nécessaires, sur quel objet. Et à partir de ça, on a lancé une démarche de numérisation de l'existant. Il se trouve qu'ils avaient une personne qui était capable de faire des maquettes numériques. Donc au lieu de passer sur des plans numérisés, il a fait des maquettes numériques, il a créé des maquettes. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre le DO numérique et la maquette de gestion. Une maquette de gestion, c'est une maquette allégée du DO numérique, mais qui contient les informations nécessaires à l'exploitation. Donc c'est vraiment une maquette allégée. Et donc il a créé ces maquettes allégées, et ensuite dans lequel on a mis les données, on a mis l'information, parce que l'information, même des fois quand vous numérisez, il faut aller sur place pour savoir, par exemple, si j'ai besoin de savoir où est l'emplacement des extincteurs, on a besoin d'aller sur place, de créer l'information. Donc il y a une grosse démarche de création de la donnée, de la data, pour ensuite mettre ces informations dans les maquettes et pouvoir les gérer. Et pour les gérer, il faut mettre en place des outils spécifiques, parce que les outils de gestion qui exploitent les données des maquettes, il n'y en a pas 36 000 sur le marché, il y en a 3 ou 4. Ils ont mis en place un logiciel qui s'appelle Active 3D, qui est capable d'extraire les données des maquettes numériques pour ensuite créer une base patrimoniale. Et donc, l'utilité, finalement, pour la ville de Bischheim, c'est d'avoir cette base patrimoniale unique qui contient toutes les données, et à partir de ça, les services viennent exploiter cette base, viennent la mettre à jour. Et donc aujourd'hui, alors on n'a pas assez de recul pour calculer pour savoir si on a des gains de temps, d'efficacité, etc. Mais aujourd'hui, la ville de Bischheim, avant, elle avait clairement des difficultés, elle ne trouvait pas ses plans, elle ne savait pas s'ils étaient à jour, elle ne connaissait pas la data. Donc j'avais un problème sur un terrain, je devais faire appel à une société pour faire des sondages, pour savoir où se trouvait le tuyau, etc. Enfin, bref, des dépenses assez importantes, des pertes de temps. Aujourd'hui, elle a une base de données, elle a la data, elle a un logiciel qui lui permet maintenant d'être rapide et efficace pour gérer. Donc on va voir dans le temps, parce que là, on va démarrer brique par brique l'installation du logiciel. Donc on aura après un certain retour d'expérience. Et donc on va voir un petit peu comment marche l'outil. Voilà. Benjamin Lépineux, quand nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez parlé du kit BIM d'exploitation, qui est un outil Vinci, Delkia, Cofeli pour déterminer le niveau de précision de la donnée. C'est un outil même FEDEN, donc c'est la Fédération des services à l'énergie, la FEDEN, qui réunit plusieurs syndicats, le CIPIM, le CIPEMI. Alors c'est quoi le kit SNEC, BIM etc. exploitation? Alors c'est un gros... Il faut savoir déjà, il y a 2 enjeux. Quand on va créer une maquette numérique pour l'exploitation, il y aura 2 enjeux à prendre en compte. Là je parle sur un projet de construction neuf par un projet existant. Il y a un vrai enjeu maintenant d'intégrer le futur exploitant du bâtiment le plus tôt possible dans le projet. À la fois pour réfléchir avec le client, le maître d'ouvrage, aux usages qu'il va vouloir faire de la maquette numérique, mais également à ce que nous, exploitants, on aura besoin également de mettre en place comme usage de la maquette numérique en exploitation, et échanger également avec le maître d'œuvre, notamment le BIM manager, conception-construction du projet, pour savoir jusqu'où lui est prêt à aller en termes d'ajout d'informations dans la maquette numérique. Donc c'est vraiment une collaboration et définir un niveau d'usage de la maquette numérique sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et une fois qu'on aura défini ces usages, on va pouvoir réaliser un cahier des charges qui va dire voilà tout ce qu'il me faut comme équipement dans la maquette numérique et voilà tout ce qu'il me faut comme information
comme data sur chacun de mes équipements de la maquette numérique. Et ça, c'est ce que permet de faire le kit BIM exploitation. Donc c'est un gros fichier Excel en gros qui a été fait au sein de la FEDEN, donc effectivement en collaboration Vinci Facilities, Dalkia et NJ Cofeli, où on est venu lister tous les équipements qu'il nous fallait nous en tant qu'exploitants dans la maquette numérique. Alors c'est une liste relativement exhaustive et relativement, on va dire aujourd'hui lourde, donc qui fait plutôt peur. Donc justement il y a un enjeu, ça va être de l'alléger un petit peu. Et pour chacun de ces équipements-là, on est venu lister tout ce qu'il nous faut en termes d'attributs, donc en termes d'informations techniques, pour mener une bonne opération derrière, enfin un bon BIM exploitation derrière. Donc c'est un gros fichier Excel qu'il va falloir après adapter à chacun des projets, qui est aujourd'hui un peu trop conséquent justement. On voit qu'il y a un besoin de l'alléger encore pour ne pas avoir trop de données derrière à gérer, parce que plus on met de données en gros en conception et construction, plus derrière forcément on passera de temps à la mettre à jour régulièrement au fil du projet en exploitation. Il faut quand même aussi limiter les dégâts à ce niveau-là. Donc il y a ce document qui existe. Et l'autre item qui est extrêmement important à prendre en compte, toujours sur un projet neuf qu'on veut faire du BIM exploitation in fine, c'est la transition entre la phase de construction, notamment la livraison du bâtiment, et le début de l'exploitation. C'est vraiment la zone d'ombre où en gros, surtout sur des projets WAMOP, on va passer d'un bâtiment livré à un bâtiment début d'exploitation, et notamment cette maquette DOE qui va être un peu des fois un problème, qui va être trop lourde en information. Il va falloir effectivement la modifier, notamment l'alléger. Alors typiquement le ferraillage, nous en tant qu'exploitant, on n'en a pas besoin, donc on va l'enlever. Donc il y a cette notion en gros de qu'est-ce qu'on enlève de la maquette et qu'est-ce qu'on peut peut-être aussi rajouter pour nous convenir en exploitation. Donc comment est-ce qu'on gère cette phase de transition? Il y a besoin de discussion entre pareil, le maître d'ouvrage, le BIM manager, le maître d'œuvre et l'exploitant. C'est vraiment deux phases qui sont extrêmement complexes à gérer, et le kit BIM exploitation est un des outils, on va dire, qui permet de gérer au mieux cette phase de transition. J'ajoute aussi sur la partie maquette DOE un enjeu juridique qui est extrêmement important pour nous en tant qu'exploitants. Alors effectivement, on a une maquette DOE qui nous vient de la livraison du bâtiment. On va l'alléger un petit peu. En gros, la maquette DOE ne bougera plus. On fera juste évoluer la partie maquette exploitation, donc qui est normalement allégée. Mais le point important au niveau juridique, c'est que dans 5 ans, par exemple, s'il y a un conflit avec notre client, il nous dit attention, vous avez fait une erreur dans la mise à jour de la maquette sur cet équipement-là précisément, il faut qu'on soit capable de prouver si ça vient de nous ou si ça vient en gros depuis le début du projet, donc depuis la conception ou depuis la construction. En gros, ça va être la maquette DOE qui est figée depuis que le bâtiment a été livré, qui nous permet de savoir en gros si l'erreur vient de l'exploitant quand on a fait des mises à jour, ou si ça vient en amont, et du coup c'est pas de notre ressort en gros s'il y a une erreur. Donc il y a un point aussi juridique important avec cette maquette DOE. Merci. Ces nouveaux outils, ces nouveaux savoirs donnent lieu à des nouvelles compétences, et donc il est temps d'évoquer la montée en compétences qui accompagne toutes ces nouveautés, toute cette transition numérique, et elle n'est pas la seule transition à laquelle le secteur de la construction doit faire face, puisqu'on parle aussi de transition énergétique, de transition écologique. Alors regardons avec le CNAM, par exemple, et plus particulièrement Valérie Dardinier, ce que le CNAM Grand Est est en train de mettre en place et a mis en place cette année une nouvelle formation en alternance, à la fois environnementale et à la fois numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bonjour. Donc, au niveau du Conservatoire national des arts et métiers en région Grand Est, nous travaillons depuis plusieurs années à réfléchir sur ces transitions numériques, environnementales, énergétiques, même sociétales, et quel est l'impact sur les compétences des ingénieurs de demain, donc sur ces métiers de demain. Et des travaux pendant plusieurs années ont été menés avec des partenaires socio-économiques au niveau de la CAPEB, la FFB, des partenaires locaux. Et nous avons réfléchi à développer des formations d'ingénieurs en partenariat. Donc en partenariat, ce qui signifie que derrière, ces formations d'ingénieurs sont régulièrement réactualisées, réfléchies pour adapter par rapport aux besoins. Et ces formations d'ingénieurs sont en apprentissage, en alternance. Donc ça signifie que ces formations d'ingénieurs sont durant 3 ans, permettent durant 3 ans à des auditeurs de développer les compétences métiers autour, par exemple, du BTP, et derrière de compléter au niveau de l'entreprise leurs compétences. Donc vous me parliez d'une formation en particulier, donc la formation que vous citiez a été habilitée l'année dernière par la commission des titres d'ingénieurs. C'est une formation donc d'ingénieurs en partenariat sur une modalité en apprentissage
dans la spécialité BTP et autour des transitions numériques et environnementales. Donc effectivement, les compétences qui vont être développées sont développées à l'école et en alternance dans l'entreprise. Et il y a ces allers-retours qui permettent aux connaissances développées à l'école de pouvoir être retransférées et donc évoluer de manière conséquente. Nous avons travaillé également sur ces formations, sur les compétences nouvelles nécessaires aux ingénieurs et en particulier sur cet aspect collaboratif. Donc aujourd'hui, cet après-midi, il y a eu plusieurs moments où on a mis en évidence l'importance de cette compétence collaborative et nous mettons en œuvre effectivement par une pédagogie par projet, par le développement de l'intelligence collective à travers nos formations, le développement de cette compétence collaborative. Benoît Mariage, l'IPTIC, qu'on pourrait presque qualifier de bras armés de la formation de Sinov, en tous les cas, qui accompagne le monde de l'ingénierie depuis longtemps, n'est pas en reste en matière de formation BIM. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu le tableau de ce que l'IPTIC propose pour cette montée en compétences vers le BIM? Alors nous sommes complémentaires au CNAM, on va dire, puisque le CNAM propose des formations d'alternance pour des jeunes qui vont entrer dans l'entreprise. Et nous complétons, nous formons les salariés des entreprises par la formation continue. Donc nous formons les salariés sur des formations, sur du BIM, sur 2 jours, 3 jours, à différents niveaux, soit au sein de l'IPTIC. Souvent, ce sont sur les logiciels BIM qui sont utilisés, où on regroupe plusieurs entreprises pour venir se former un logiciel. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on va dans l'entreprise. On répond à un besoin, à une demande spécifique de l'entreprise sur des aspects transverses. Ça peut être l'aspect collaboratif, ça peut être la gestion de projet, puisqu'on en a parlé. Et donc, on va monter un programme spécifique avec l'entreprise pour plusieurs salariés et on va les former chez elle en situation de travail. Et donc, aujourd'hui, on développe de plus en plus ces formations. Comme ça, on répond vraiment aux besoins de l'entreprise individuellement. Valérie Dardinier, quel regard vous avez au CNAM Grand Est sur l'évolution des métiers techniques et d'ingénierie du secteur du BTP? Est-ce que vous sentez une évolution particulière ces dernières années avec l'arrivée des transitions numériques, écologiques? Est-ce qu'il y a quelque chose de significatif qui se ressent au niveau des organismes de formation, ou est-ce que finalement les choses se font naturellement sans constat particulier? Nous-mêmes, au Conservatoire national des arts et métiers dans la région Grand Est, on a travaillé par rapport à ces nouveaux métiers, donc ces nouvelles compétences. Et effectivement, aujourd'hui, l'ingénieur, en particulier l'ingénieur, il a effectivement une nécessité de maîtriser l'aspect BTP. Et si on parle du BIM, donc toute la méthodologie BIM, il devra maîtriser les technologies de l'information et de la communication, la data, mais également il va devoir développer des compétences qui peut-être étaient moindres avant lorsqu'on recrutait un ingénieur. Donc c'est toute cette communication, cette compétence de communication, cette adaptabilité, être en capacité de dialoguer avec l'ensemble des interlocuteurs dans un projet BTP, et on en a parlé tout à l'heure. Ils sont nombreux, il faut pouvoir les faire dialoguer ensemble. Il va falloir être en capacité d'être mobile à travers ces différentes activités et également de dialoguer avec d'autres cultures. Donc toutes ces compétences aujourd'hui sont essentielles et se rajoutent à la compétence métier initialement demandée dans cette spécialité BTP. Si les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain interviennent directement sur la maquette numérique dans le BIM, est-ce qu'on a encore besoin de dessinateurs? La question est un peu provocante, hein. Est-ce qu'on a encore besoin de dessinateurs projeteurs, ou est-ce que finalement ce sont les ingénieurs qui vont désormais s'emparer totalement de la maquette numérique? C'est peut-être une question difficile, hein. Elle parle d'évolution des métiers, mais la question qui est derrière, c'est les chefs d'entreprise, de bureaux d'études
quels sont les profils qu'ils doivent recruter demain? Alors, la question est peut-être un peu compliquée, mais s'il n'y a pas de réponse particulière à cette question, peut-être Philippe Jacquelin, vous vouliez prendre la parole. Oui, moi je voulais juste faire une remarque. Je ne suis pas très inquiet pour les jeunes ingénieurs ou les jeunes tout court. Ils sont nés avec des tablettes, ils maîtrisent les réseaux sociaux. C'est eux qui m'apprennent à manier mon smartphone. Franchement, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que le BIM, l'aspect collaboratif, l'outil du numérique, ça va se faire sans aucun problème. Je crois que voilà, c'était juste ma remarque. Bah, les autres, ils vont devoir s'y mettre. Hein. C'est pas non plus un sujet si compliqué que ça. Hein. Bien, on passe aux questions. Juste pour s'y mettre, du coup, tout à l'heure, je parlais des formations d'ingénieurs en apprentissage en alternance, mais nous sommes aussi une université dédiée à la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner en fait le développement de ces nouvelles pratiques au sein des entreprises, de ces entreprises de BTP. Et pas forcément seulement par une formation en alternance. On peut proposer des formations plus spécifiques à des techniciens supérieurs qui souhaiteraient se former en cours du soir. Il y a possibilité de se former sur de la formation spécifique intra-entreprise. On peut suivre des MOOC. L'idée, en fait, c'est d'accompagner et d'essayer, par rapport aux différentes modalités que l'on va pouvoir proposer, d'essayer de faire évoluer les pratiques de tous, puisque tout à l'heure, on a vu que sur 4 projeteurs, 2 avaient du mal à s'approprier ces méthodes. Donc voilà, c'est à travers la formation, et peut-être la formation en alternance, c'est de permettre d'accompagner le changement au sein des structures, et surtout au sein des petites structures qui ont peut-être plus de mal, eux, à franchir le pas. Allez, question de la salle, à la fois sur l'exploitation maintenance et à la fois sur les questions concernant la formation professionnelle. Madame. Bonjour, Pascal Chevalier, Université de Lorraine. Donc, j'interviens surtout sur le domaine exploitation-maintenance. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fin de compte, je rejoins la position d'un orateur, 95% du parc existant. Une politique, entre guillemets, qui n'est pas à la construction, mais plutôt donc, à la restriction de surface, donc à la rénovation de l'existant. Et donc un BIM qui n'a pas été réalisé ni en conception ni en réalisation et qui doit, si l'on peut, intervenir en termes uniquement d'exploitation. Et là, je me demande, après des débats, je me demande si c'est vraiment le BIM la réponse. Parce qu'en fin de compte, on voit bien que les interfaces outils de gestion ne sont pas encore là et que on peut très bien faire de la gestion sans avoir un BIM. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, ou je n'ai pas vu se dessiner des liens suffisamment forts pour amener le maître d'ouvrage à faire même une maquette simplifiée pour une exploitation qui peut faire 100. Donc, je suis désolée, je casse un peu le mythe, mais Et puis, donc, par contre, l'intérêt d'un BIM, même simplifié, ça serait de modéliser nos bâtiments existants pour une raison que le maître d'ouvrage, quel que soit le maître d'ouvrage, a un intérêt, c'est que maintenant les financements de projets ne se font que sur les retours sur investissement énergétiques et environnementaux. Et donc ça veut dire que le comportement environnemental d'un bâtiment, il doit être maquetté pour pouvoir être évolutif par rapport à nos projets de rénovation. Et aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'un BIM sur de l'existant puisse permettre ça. Alors, qui veut apporter une... Julien Mercier. Juste, en ce qui concerne les universités, on travaille pas mal avec l'université Clermont-Auvergne. Je suis hésité parce qu'elle a changé plusieurs fois de nom, c'est pour ça. C'était l'université Blaise Pascal, enfin bref. Et le cas concret, c'est que eux aujourd'hui, ils n'ont pas de démarche. Alors, ce qui n'est pas le cas de l'université de Caen, qui eux ont... J'ai 2 cas de figure, avec qui je ne travaille pas par ailleurs, mais je connais un peu. Donc l'université d'Auvergne, globalement, eux, effectivement, ils ne sont pas dans une logique de numérisation, modélisation de l'existant généralisé. Par contre, ils le font systématiquement dans le cadre de projets CREM, notamment, où ils ont des rénovations intérieures et de façades, etc., où ils utilisent la maquette numérique pour effectivement mieux dimensionner, mieux simuler en fait les gains énergétiques, etc. Donc, en fait, comment dire,
il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un BIM. Chacun fait son BIM, entre guillemets, comme il le souhaite. Chacun y voit son intérêt et chacun va voir son niveau de détail ou d'information qui lui convient le mieux. En fait, il n'y a pas de recette miracle. C'est à chacun, en fait, effectivement, de trouver du sens à tout ça. L'Université d'Auvergne, ils ont fait le choix, effectivement, de faire des maquettes que dans des projets concrets de rénovation et pas pour le reste, dans l'immédiat. L'Université de Caen, qui est assez connue dans sa démarche, a décidé d'un plan pluriannuel de numérisation généralisée de tout son patrimoine, qui pèse, je crois, à peu près 300 000 m². Vous prenez l'aéroport de Mulhouse, lui aussi, a fait l'intégralité de son parc en numérisation, modélisation. Voilà. Après, effectivement, je pense que la numérisation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des modèles simples, avec un minimum d'informations, ça n'a pas forcément un coût très élevé. Mais ce qui a été dit aussi est très important, parce que nous, on voit les maîtres d'ouvrage qui le font. Ils ne le font pas forcément pour un gain immédiat, parce qu'il y a des coûts qu'on ne maîtrise pas, en fait. On parlait tout à l'heure d'une information qui est erronée, un manque d'information, etc. On travaille avec pas mal de collectivités. Il y a une chose qu'on voit, mais qui est hallucinante. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils ont des travaux de rénovation de façade, des petits travaux, ils font faire des relevés. Moi, je vois, on a même fait des relevés sur un bâtiment qui avait 10 ans, parce qu'on fait du relevé scanner, etc. En fait, ils nous disent, dès qu'il y a un projet qui sort, on a tous les plans, on a tout. Et en fait, le chargé d'opération, il change de service ou il s'en va. La clé USB où il y avait tout, elle part à la poubelle. Donc, on refait faire des relevés, etc. etc. Ces coûts-là, en fait, personne n'est capable de les toucher, de les palper du doigt. Et RTE, je donnais l'exemple, où effectivement, il me disait, chaque fois qu'on doit faire, on a besoin d'une information, on va dans la base, on sait qu'elle est fausse, on se déplace, on prend la Clio. Mais personne ne sait ce que ça coûte au final. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que les gains dont on parle tout de suite, la facilité d'échange, la facilité d'intégration de la donnée, le fait d'avoir une information juste, disponible rapidement, etc. On sait que ça fait gagner de l'argent, mais combien on ne sait pas, parce qu'effectivement, les maîtres d'ouvrage ou les gestionnaires, la plupart du temps, ne savent pas mesurer eux-mêmes ce manque d'efficacité, etc. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a une étude là-dessus, un bâtiment est relevé en moyenne tous les 10 ans, intégralement, et tout le temps. Parce qu'en fait, dès qu'il y a des travaux, on refait faire un relevé géomètre, on fait faire des relevés, etc. Donc ça, en fait, le BIM, pour moi, il est fait pour ça en partie. Le fait d'avoir un patrimoine digitalisé à disposition, ça permet de le faciliter. Mais à condition expresse aussi, c'est que si les gens n'ont pas pris la peine de faire des mises à jour de leur base, qui étaient papier, AutoCAD ou tout ce qu'on veut, auparavant, le BIM n'arrangera rien à l'affaire. Parce que si vous ne mettez pas en place effectivement des processus internes de mise à jour de la donnée, la maquette, elle va faire comme les cartons qu'on a au fond de sa cave, elle va mourir de sa belle vie. En moyenne, la donnée, elle évolue de 10 à 15% par an, en général. Ça veut dire qu'on estime qu'une maquette numérique, si elle n'est pas entretenue pendant 5 ans, elle est bonne pour la poubelle. Donc voilà, ce n'est pas une solution miracle, mais le fait d'avoir quand même à disposition à la fois de l'information et un modèle numérique sous les yeux, on estime que ça va faciliter les échanges et inciter plus les maîtres d'ouvrage et les exploitants à mettre la donnée à jour. Merci. Je vais intervenir aussi. L'Université de Strasbourg a numérisé son patrimoine et gère son patrimoine avec un outil numérique. Il gère des surfaces, il gère des objets. Quand on discute avec l'exploitant, les gens de l'Université de Strasbourg, ça va beaucoup plus vite. On a l'information, elle est disponible. Ils ont une gestion beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement performant. Alors, toutes les universités de France ont leur plan numérisé. Toutes les universités de France ont des systèmes d'information. Mais entre le système d'information et les datas qui vont bien pour faire une exploitation maintenance correcte, il y a un delta qui est extrêmement important. De la donnée, on a une donnée surface, on a une donnée fonction, on a des données de typologie, on a des données. Simplement, on a des données, je dirais, statistiques pour notre ministère, vous voyez, mais on n'a pas des données d'exploitation-maintenance. Je fais le comparatif par rapport à 2 ouvrages qu'on vient de réceptionner il y a 1 an sur Metz, où là, c'était une construction PPP, et l'opérateur PPP, il ne s'est pas embêté. Il n'a pas fait de maquette numérique. Par contre, il a une GMAO où il a rentré toute la donnée exploitable. Donc, et c'est pour ça que je dis que, alors vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez maquette numérique, vous l'appelez plan numérisé, vous l'appelez base de données ou GED, mais en fin de compte, il y a des deltas extrêmement différents par rapport à l'exploitation maintenance. Et je pense que c'est un développement. Moi, je suis intéressée. Le première intervention parlait d'un guide méthodologique, d'un guide de vulgarisation. Mais en termes d'exploitation maintenance, tout est à faire.
Parce que, en fin de compte, les maîtres d'ouvrage, ils travaillent sur un parc existant. Et en termes de méthodologie, de déploiement, eh ben, on y va mal. Ceci dit, les outils existent. Il existe des guides, mais aujourd'hui, les outils existent. On a les moyens aujourd'hui de numériser un patrimoine et de l'exploiter et d'avoir des stratégies de mise à jour, quitte à travailler aussi avec des prestataires externes qui vous mettent à jour les informations en automatique. C'est aussi ça la puissance des outils, c'est éviter les ressaisies, notamment avec des prestataires, c'est avoir des mises à jour de bases de données automatiques et une gestion qui est beaucoup plus rapide. Alors, on n'a pas parlé de retour sur investissement parce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui de chiffres, mais ceux qui circulent, notamment au niveau national, on parle de 2 euros par mètre carré par an de gain ou de 10 à 12 jours par personne dans les services d'exploitation maintenance. Ça, c'est par rapport aux pertes, recherche d'informations, recherche de plans, au fait qu'on soit obligé de refaire des métrés en permanence. Et voilà, donc ça, c'est ces coûts-là qui ont été identifiés au niveau national. Merci, ça sera le mot de la fin de cette table ronde. Malheureusement, on n'a pas la possibilité, on a accumulé beaucoup de retard depuis le début de l'après-midi. Voilà, et nous passons à la dernière partie qui va être assez courte de notre après-midi, de notre conférence. Il s'agit d'apporter le témoignage des 3 partenaires.